Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue, prenez des chaises s'il en reste. On est extrêmement heureux d'accueillir à nouveau Gabriel Josipov ici ce soir. C'est toujours un immense plaisir. C'est toujours un immense plaisir de le lire. À chaque nouveau livre qui est traduit en français est une fête, parce que ce sont des livres qui sont une nouvelle forme à chaque fois, qui sont toujours fantastiques par leur forme, leur subtilité, leur légèreté. C'est des livres, je trouve, toujours à la fois extrêmement subtils et profonds et qui continuent d'habiter le lecteur ou la lectrice très très longtemps après qu'on les ait lus. Moi j'ai découvert donc Gabriel Josipov ici avec Contre-jour, triptyque d'après Pierre Bonnard, et puis ensuite avec Mopac. Donc c'était un livre que j'ai vraiment adoré, le monologue donc d'un homme qui s'appelle Jack Toledano et qui est rapporté par un autre homme, Damien Anderson, à qui il raconte autour de leur promenade dans Londres, qui travaille depuis des années sur un livre dont en réalité il n'a pas encore écrit une seule ligne, et un livre dans lequel il y a énormément de thèmes qui sont abordés, mais en particulier le thème central du langage. Il y a eu Tout passe, à partir de l'image d'un homme dans une pièce seul, devant une fenêtre au carreau fêlé. Et dans ce livre, il y a des fragments de scènes anciennes ou récentes qui ressurgissent autour de cette figure d'un écrivain seul, âgé, divorcé ou veuf. C'est un texte vraiment poétique, très déchirant. En même temps, un texte tellement épuré qu'on a l'impression que c'est un texte en creux. Un texte très très marquant. Ensuite, Goldberg Variation, donc à partir de l'histoire d'un gentilhomme anglais insomniaque qui décide d'engager un écrivain juif pour que celui-ci lui fasse la lecture jusqu'à ce qu'il puisse s'endormir. Et donc dans ce livre est transposée en quelque sorte l'histoire de la création des variations Goldberg de Bach, donc en 30 chapitres, qui sont autant de variations stylistiques, 30 nuits de création littéraire, qui englobent aussi tous les thèmes peut-être chers à l'auteur, en particulier tout ce qui est les œuvres de la création littéraire et puis la fertilité de la fiction. Ensuite donc Infini, histoire d'un moment, le parcours d'un compositeur Tancredo Pavone, qui se pavane un peu, et qui est à la fois sage, extrêmement érudit, mais en même temps assez péremptoire, parfois un peu ridicule, et l'histoire de cet homme où son parcours est raconté par la voix de son fidèle majordome ou chauffeur, qui est interrogé par quelqu'un d'anonyme, de mystérieux. Donc c'est un roman aussi sous forme d'une interview, et qui donne lui aussi matière à réflexion sur la création musicale et puis plus largement la création artistique et littéraire. Ce roman-ci est un roman entièrement dialogué. On peut parler de l'histoire, mais il y a beaucoup plus que l'histoire. On a un homme qui s'appelle Ben, qui vient de passer des vacances dans les Dolomites avec sa compagne Sandra, qu'on appelle Sand, qui n'est pas particulièrement agréable avec lui dans le séjour. Elle est souffrante, elle est plutôt acariâtre. Donc c'est des vacances où visiblement son couple battait de l'aile, et puis il est revenu à Londres, et donc il est avec deux amis, et il leur raconte à la fois le départ de Sandra qui s'est passé après les vacances, et puis les circonstances de sa rencontre avec une femme, Lily, une anglaise, une marcheuse qu'il a rencontrée donc pendant ses vacances dans l'hôtel. Elle séjournait là-bas dans cet hôtel dans les Dolomites, et elle avait fait avant un séjour à Sienne où elle avait voulu visiter trouver ou visiter le jardin d'un hôtel qui avait joué un rôle très important dans la vie de sa grand-mère. Alors ce roman, il est paru à l'origine en 1993 en Angleterre, donc il vient d'être traduit par Anissé Guignori. Il y a beaucoup de choses qui sont frappantes, qui sont magnifiques. Il y a à la fois la fluidité, la légèreté du texte, et puis on a l'impression que c'est anodin en apparence, mais en même temps, à travers ces sujets anodins, ces dialogues, il y a énormément de questionnements très profonds
conversations qui se superposent, et puis le mouvement. Le mouvement extraordinaire. Au moment où étaient parues les variations Goldberg, on avait parlé de fugue. Et moi, j'ai aussi beaucoup pensé à la musique en lisant ce roman. Il y a des mouvements qui changent, parfois rapides. Il y a tous les mouvements de la promenade au début, on va en parler avec le chien, les amis qui se promènent ensemble. Il y a les mouvements qui changent lorsque les deux personnages, Ben et Lily, au centre du livre, partent pour une marche dans une grande journée en montagne. Et puis bon, il y a beaucoup évidemment de questionnements profonds qui parcourent le roman sur l'amour, la possibilité de comprendre l'autre, la mémoire, la transmission, et puis au cœur de tout ça, la difficulté et la possibilité même de raconter une histoire. Donc un roman, encore une fois, qui laisse une marque très profonde, très subtile, en même temps très profonde, souterraine, pendant très longtemps chez le lecteur, en tout cas chez moi. Donc on voulait, pour commencer, que vous en disiez au début, ou si vous voulez dire quelque chose. Comme vous voulez. Sauf si vous voulez. Vraiment, c'est-à-dire, c'est à vous de lire en pensée. Peut-être, je ne sais pas, que si vous ne l'avez pas lu, vous donnez une impression de ça. Je pourrais lire les 2 premières pages en anglais, puis on lira ça en français, ou d'autres pages un peu plus vers la fin du livre. Ou bien on peut juste discuter, c'est tout à fait comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est bien d'entendre un morceau en anglais. Bien, oui, oui. Si vous êtes d'accord. Ça fait 25 ans que il y a 25 ans que j'ai écrit ce livre et je l'avais pas relu. Et quand Pascal a commencé à m'envoyer des comptes rendus du livre quand ça a paru en français, je me disais bien, ça a l'air intéressant, mais je ne me rappelle pas qui sont ces gens et tout ça. Alors je l'ai relu et je crois que maintenant je pourrais vous parler un peu plus de ça. Mais il faut vous dire que c'est vraiment presque comme si c'était le livre de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est assez... Bon, alors, ça commence par une petite promenade sur le Putney Hill et Putney Heath dans le sud de Londres, le sud-ouest, si vous connaissez. Ce Ben-là, central, qui va plus tard, on va voir. C'est lui qui a entendu cette histoire quand il était à la montagne, et ça finit presque aussi avec lui. Mais alors il va avec ses amis et un chien. Et c'est seulement en le relisant que j'ai compris pourquoi ce chien avait un rôle si central. Mais enfin, voilà. Chaque chapitre, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je commence à comprendre, a un nom. Il y a 12 chapitres, et celui-ci s'appelle La carte postale, the postcard. They climb up Putney Hill towards the heath. The dog, as always, strains at the lead, anxious to be free, then veers unexpectedly sideways and buries his nose in the gutter. Come on, Em, Rick says, tugging at the lead. Come on, boy. 12 miles, Ben says. 12 bloody miles. Can you believe it? Come on, Rick says, pulling harder. The dog, his hind legs on the pavement, his nose in the gutter, refuses to budge. Can you believe it? Ben asks. Abruptly, the dog loses interest in the smell and surges forward again, dragging Rick after him. Here, boy, Rick says. Easy, easy. 12 bloody miles, Ben says. How did you know it was 12, Rick asks him. One of the drivers told us. You mean coming the other way, Rick says. He stopped and told you. No, Ben says. It was on the radio. Everybody had their doors open and their radios on. People were walking about and talking. Some had even taken their camping chairs out of their cars.
and was sitting on the side of the road drinking cans of beer. The dog lurches sideways again, wrapping the lead round Ben's legs. "No," Rick says, dragging him back. "No!" "It must have been around 100 in the shade," Ben says, stepping free of the lead and going round to the other side of his friend. You could feel the heat rising up from the tarmac. Rick winds the lead round his wrist and pulls the dog against his legs. "Are you going to behave or aren't you?" he asks him, bending over him and willing the dog to look into his eyes. "Bits of the road were actually melting," Ben says, "right there. If you stepped on them, the tar came away on the soles of your shoes." "Are you?" Rick asks, his face still only a few inches from the dog's. "There wasn't a single tree in sight," Ben says, "just this flat plain with the pylons rising out of it, and the road and the heat sort of pressing down on you from above." They move forward again, the dog panting as the collar cuts into his neck, his front paws scrabbling to get a grip on the pavement. Rick stops. "Sit," he says sharply. The dog looks around at him over his shoulder. "Sit," he says again. The dog lowers his behind a little. "Sit!" Reluctantly, the dog lowers his behind to within a few inches of the pavement. "Nobody," Ben says, "even so much as—" "Come on," Rick says, taking his friend's arm as the traffic at the top of the hill eases momentarily. The dog, sensing freedom, makes a dash for the other side, pulling his master, who in turn pulls his friend. You want me to read it in French? Or read No. another bit? Yeah. Yeah. Maybe Are you going to read together? or later on. Ouais, tout à l'heure. Vous voulez qu'on lise en français le début ou... Tu me la racontes? Non. Non. Ok. Alors, si vous avez des... Bien sûr. Bon, j'ai évidemment envie de demander quel était le rôle du chien. Ouais, moi aussi. J'écrivais ce livre presque au même temps où j'écrivais un livre sur la Bible. Et en le relisant, je vois que c'est peut-être le livre le plus biblique et le plus juif de tous mes livres. Et ça a comme épigraphe, on dit épigraphe? Épigraphe, oui. Un petit midrash sur un chapitre 39 de Genèse. Potiphar's wife too wished to belong to the history of Israel. La femme de La Potiphar. femme de aussi. Potiphar voulait, elle aussi, avoir sa place dans l'histoire d'Israël. Et puis plus tard, il y a une discussion autour d'un autre midrash. Cette fois-ci, ça a à faire avec David et son fils Absalom. Et les rabbins ont écrit que comme Absalom a vécu pour ses cheveux, il est mort par ses cheveux. Alors, comme je suis sûr que vous vous rappelez, dans le livre de Samuel, le fils préféré de David a ses beaux cheveux qu'il coupe à un certain moment et il les pèse sur des balances pour montrer comme ils sont beaux et riches et lourds. Et lui devient, il se révolte contre son père et il y a une bataille. Il est chassé dans un bois. Il est sur son cheval et dans le bois, les branches attrapent ses cheveux. Alors il reste là, le cheval part et on le trouve là et on le tue. Et alors ces deux-là, vous voyez que les rabbins veulent... Un midrash, ça veut dire une histoire qui essaye d'expliquer un peu ces histoires de la Bible qui sont très mystérieuses, très simples, où certaines choses arrivent, mais on dit presque jamais pourquoi elles arrivent. Alors, les rabbins
et les pères de l'Église aussi, essayent d'expliquer ça. Alors là, les rabbins ont un peu, c'est toujours assez moral. Ils disent que la femme de Potiphar, qui avait essayé de séduire Joseph, n'est-ce pas, quand il était un esclave de son mari en Égypte, et la Bible nous dit qu'il s'est évadé et a laissé son manteau, son tunique dans ses mains. Elle a appelé le monde, elle a dit voilà, l'esclave hébreu essayait de me violer. Et les rabbins expliquent ça, ils disent non, non, c'est qu'elle voulait faire partie de l'histoire d'Israël, d'avoir un enfant par David, par Joseph, et comme ça faire partie de l'histoire d'Israël. Et aussi l'autre, ils disent que voilà, comme Absalom a vécu pour ses cheveux, il est mort. Ça, c'est très moraliste. L'autre, c'est moraliste, mais aussi c'est l'idée d'un destin, n'est-ce pas, que des gens veulent. Et je crois que le livre essaye de se demander si c'est vrai ou pas vrai, si on a un destin, si certaines choses arrivent parce qu'il y a une autre chose qui est arrivée, ou bien si tout est beaucoup plus difficile à organiser dans une histoire. J'ai toujours trouvé que les romans, je viens au chien, c'est une longue. J'ai toujours trouvé la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup la plupart des romans, c'est que là, il y a toujours, pour que ce soit un roman, ça doit avoir une histoire, les choses doivent se suivre, doivent avoir un certain pattern comme ça. Et même si ça n'a pas, ça devient quelque chose d'important. Ah, ça n'avait pas de pattern, ça ne voulait rien dire. Et ça devient peut-être tragique. Tandis qu'il me semble que tout ça, ça vient d'une idée que les choses doivent avoir, on doit pouvoir comprendre. Mais peut-être, on sait, dans notre vie, on ne comprend pas. Il y a certaines choses qui arrivent, qui auraient pu ne pas arriver, les gens nous passent comme ça, on ne les voit pas directement face à face, ils viennent un peu de côté comme ça, ils vous passent, ils retournent peut-être ou ils ne retournent pas. Et tout de même, chacun, on sent qu'on a son histoire à soi, on a ses mémoires, on a ses désirs, qui sont peut-être opaques, que les autres personnes ne comprennent pas. Et je ne trouve pas aussi que ce soit quelque chose, comme je vous dis, de tragique. C'est juste comme ça que ça arrive. Et je crois que le chien a ses premières pages, vous donne l'impression, voilà, il y a ce Ben qui est en train de raconter l'histoire de la fin de ses vacances. Son ami avec qui il est allé promener le chien, qui veut faire attention au chien. Le chien qui c'est beaucoup plus direct que tout le monde, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il veut, il sent quelque chose, il veut vite aller après ça. Et je crois que tout le reste du livre explore ça, ces relations, enfin, qui ne sont pas tout à fait sans sens, mais qui n'ont peut-être pas un sens qu'on peut comprendre. Alors, on voit justement dans cette promenade que Ben veut raconter son histoire, mais il se heurte toujours à des obstacles, à la fois de raconter, parce qu'il se passe toutes les choses extérieures, et puis en même temps pour lui, de comprendre ce que cette histoire a signifié pour lui. Et puis il raconte l'histoire de cette femme, Lily, qu'il a rencontrée, qui elle-même a des problèmes avec la compréhension de son propre destin et pourquoi elle est allée visiter ce jardin. Et qu'est-ce que cette histoire, donc c'est une visite de ce jardin qui est liée à l'histoire de sa grand-mère, qu'est-ce que ça signifiait pour elle
comme si c'était ça vraiment le sujet central du livre, la difficulté à la fois de comprendre et de raconter. Et c'est une observation. Oui, non, non, non. J'avais commencé, je pensais écrire un livre où deux couples se croiseraient, se rencontreraient dans un jardin d'hôtel, et disons que c'est A, B qui rencontre C et D, ça finirait comme Così fan tutte ou les Elective Affinities de Goethe par être A, C et B, D qui partent ensemble. Et puis, je trouvais que c'était un peu trop organisé, et ça a pris une autre direction. Alors là, il y a des miroirs, mais un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce Ben, et il est à la montagne avec son ami, comme je l'ai dit, et il rencontre cette dame qui lui parle. L'ami se sent malade, la montagne, elle ne se sent pas très bien à la montagne, alors il se trouve seul avec cette Lily qui lui parle de la raison pour laquelle elle était venue en Italie. Et elle lui raconte l'histoire d'un autre jardin à Sienne, où sa grand-mère, d'abord à la montagne, mais pas là exactement, était allée avec ses parents, venait d'une famille juive de Constantinople, avait rencontré une famille triestine, et il y avait père, la mère, oncle, tante, et un jeune homme qui attendait sa fiancée. La fiancée n'arrive pas, ne vient pas, et lui et la grand-mère de cette Lily commencent à faire des promenades ensemble, à se parler, et lui les suit elle et sa famille à Sienne ou dans le jardin d'un autre hôtel. Ils passent une après-midi ensemble. Et il lui promet que quand ils arrivent l'année prochaine, parce qu'ils allaient chaque année en Europe, il viendrait la rencontrer à Venise. Et on sentait qu'il y avait, elle sentait en tout cas, et les deux peut-être, sentait qu'il y avait quelque chose d'important qui s'était passé entre eux. Mais quand elle arrive l'année d'après, ils s'écrivent entre-temps, lui n'est pas là. Et elle est très très froissée, elle n'essaye pas de le contacter. Et puis, un peu plus tard, il lui envoie, assez mystérieusement, un petit toy donkey. Un petit âne. Un âne. Un âne, Un jouet. un jouet. Elle ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il croit que je suis un âne? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il m'insulte? Elle ne lui répond jamais. Lui, il lui écrit. Il dit non, tu n'as pas compris, etc. Rien. Il se laisse. Et plus tard, ça c'est dans les années 30, 32 peut-être, elle apprend que lui et toute sa famille triestine avaient été tués dans le Holocauste. Et c'est cette histoire, pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé entre eux, que la petite fille est venue. Alors il y a un miroir, n'est-ce pas, un contre deux, et puis deux qui a l'air de sortir de ces deux-là. Mais c'est à travers les générations et pas juste entre les mêmes générations. Et alors c'est devenu plus compliqué et pour moi un peu plus intéressant. Et je dois vous dire aussi un peu plus autobiographique, parce que ça c'était une histoire, d'ailleurs quelque chose qui était arrivé à ma mère, qu'elle m'avait raconté. Et elle n'était pas très contente que j'ai écrit ça.
quoique je transpose, sa famille venait d'Égypte, mais je le transpose à Constantinople. Et la famille Triestine, d'ailleurs, je peux vous dire, était la famille de Richard Rogers. Parce que Richard Rogers, l'architecte là du Beaubourg, venait d'une famille juive triestine, Nathan Rogers. Lui ne parle pas de ça dans sa biographie, mais dès que ma mère a lu cette biographie, elle a dit, mais c'est la famille, je connaissais ses parents et son cousin, qui était le monsieur dont je parle. J'ai rencontré Richard Rogers l'autre jour, et, on était dans un groupe, et je me suis dit, est-ce que je lui dis ça, je lui parle un peu de ça, et puis le moment est passé. Alors à côté de ça, les protagonistes qui sont ceux qu'on voit directement dans le roman, puisque cette histoire est racontée à travers Ben, sont un peu irritants aussi. Ben, il est plutôt à la fois assez obsédé par cette histoire, en même temps il est indécis. Bon, l'histoire qu'il raconte sur son ancienne compagne, Sandra, elle a toujours l'air de ne pas se sentir bien à la montagne et d'être insatisfaite. Son amie Francesca, enfin c'est son couple d'amis à qui il raconte l'histoire. Donc Francesca, elle n'a pas beaucoup d'empathie, elle a souvent des jugements assez durs. Rick, lui, au début, il s'occupe pas mal de son chien, et pas forcément. Moi, je me demandais un peu comment. J'aurais bien voulu que vous nous parliez de ces personnages. Vous avez voulu faire des gens antipathiques ou montrer leurs faiblesses humaines? Pourquoi est-ce que vous les avez... Non, je voulais pas du tout des gens antipathiques, mais peut-être oui, leurs faiblesses. C'est-à-dire, ils sont chacun, c'est-à-dire cette autre famille avec qui de grands amis à lui, mais qui ont eux leur vie. Après tout, il y a aussi un enfant qui a lui aussi sa vie à lui, enfin. C'est un peu comme le chien. Oui, Comme le chien, comme le chien. C'est ça. Le plus direct. On sent que chacun a tout de même certaines choses qu'il peut faire, ou il sent qu'il doit faire, ou elle doit faire. Et ça finit avec ce Rick et Francesca, n'est-ce pas, la dernière scène où on sent que aussi ils se croisent un peu, ils s'y s'entendent bien, c'est parce que ce mariage ne marche pas, mais ils passent, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, là. Alors dans vos livres, souvent les noms des personnages sont très signifiants. Tout à l'heure, j'évoquais Parvon dans Infini. Alors là, dans ce livre, les noms sont tous tronqués. Ben, Sand, Rick. Et même le chien. Le chien. Je ne sais pas comment il s'appelle, on m'a dit. Peut-être Max, ou on dit M. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Bien, d'abord, c'est plus réaliste, si vous voulez. Les gens font ça avec les noms. Et ça donne aussi l'impression que on n'est pas complet. Ce n'est que des morceaux, n'est-ce pas, Mais s'il y a quelqu'un qui l'a lu et qui voudrait... Donc ça donne le sentiment que ça accentue le côté impossibilité de communiquer ou de bien se comprendre. Parce que parfois il y a tas de choses qui font que les gens se parlent mais ils ne s'entendent pas, ils n'entendent pas précisément ce qui est dit. On a l'impression que c'est ça constamment. Ouais. Et par exemple, quand tu parles de l'histoire du miroir, les personnages, Marianne parle des personnages qui sont en miroir, les chiens aussi sont en miroir. Et puis il y a cette espèce de préoccupation du quotidien, c'est-à-dire à travers des choses très basiques, que ce soit les conversations, que ce soit les moments des rencontres, prendre le thé, manger un plat, un gratin de poisson,
Enfin, tout ça fait que on est ancré dans une espèce de réel qui est à la fois parfois presque pesant, agaçant, c'est vrai, et le terme irritant, et qui donne le sentiment que tout est insaisissable, pour nous amener à quelque chose qui est non seulement insaisissable, mais insondable, et qui est dramatique. Insondable, mais aussi, j'espère que il y a la suggestion que ce n'est pas juste que les choses passent comme ça et rien vaut plus qu'autre chose. Elle sent la fille et vers la fin, nous aussi, j'espère, je développe peut-être un espace où on peut explorer ce moment-là où ces deux personnes étaient ensemble et se comprenaient peut-être. Alors ça aussi, c'est un genre de jardin. Le livre est un genre de jardin, mais un jardin seulement d'hôtel, c'est-à-dire les gens passent. Mais je pense pas que ce soit dramatique. Non, c'est tragique. Oui, tragique. Les gens n'agissent pas dans le drame, les gens agissent dans le tragique, ils subissent le destin. Et je trouve que c'est tragique dans ce sens-là, et c'est pas dramatique. Mais je voulais, parce que Ben, il a dans ce livre en fait 3 histoires d'amour. Une histoire finissant avec Sandra, une histoire ancienne parce qu'il était avec Francesca aussi à un moment donné. Il me semble qu'il y avait quelque chose entre Francesca et lui. Donc une histoire ancienne, une histoire finissant et une histoire en devenir, ou pas en devenir, enfin ça, c'est pas trop. Donc contrairement à Rick, qui est amoureux peut-être de son chien, mais sans doute pas de sa femme. Et de son fils. Et peut-être. Ben, il est amoureux de toutes les femmes. Et qu'il est indécis. Mais en étant amoureux, ben, il subit le destin. C'est pas un acteur de ces histoires. C'est pour ça que ça marche bien. Mais lui aussi est très conscient de ce que Pascal disait. C'est-à-dire que même les choses les plus importantes passent comme les choses les moins importantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah, voilà, ça c'est important » ou « ça c'est juste banal et quotidien ». Le quotidien, on ne peut pas les séparer. Et lui, à un certain moment, il dit à Lélé, à la fille qu'il avait rencontrée, il dit comment il peut y avoir des moments qui sont si importants pour nous, des moments décisifs, qui sont aussi des choses qu'on ne peut pas voir clairement si c'est décisif ou c'est peut-être juste, voilà, des gens qui parlent, on ne peut que parler. Mais il y a une interrogation fondamentale sur effectivement le destin. Parce que, en fait, le centre du livre, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Oui. Donc, le vide originel, en fait, c'est là. Donc, ce qui ne se passe pas est plus important que ce qui se passe. Et je pense que ton avis, il y a déjà la quantité de ce qui ne se passe pas est nettement supérieure à la quantité de ce qui se passe. Et ce qui se passe, en fait, il faut bien que quelque chose se passe. Donc, mais tout autour de ce qui se passe, ben, il y a tout ce qui ne se passe pas. Et elle, cette Lily, raconte l'histoire de ce jardin à Sienne, qui est une ville de pierre, n'est-ce pas? Et là, tout d'un coup, elle voit à travers la vitre, dans la place qui est juste en dehors des murs, un hôtel. Elle voit à travers la porte de l'hôtel ce jardin. Et elle se dit, voilà, c'est ça le jardin dont ma grand-mère parlait, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de jardins à Sienne, n'est-ce pas? C'est une ville de pierre. Mais vers la fin, elle dit que c'est très possible que ce ne soit pas ce jardin-là,
il y a peut-être d'autres hôtels juste aux alentours là, de Sienne. Alors, est-ce que c'est important que ce ne soit pas? Je ne sais pas. Moi, je trouvais que c'était justement magnifique. Finalement, ça n'a pas d'importance, que ce soit ce jardin ou un autre jardin. Donc, ce qui a de l'importance, c'est ce qui ne s'est pas passé là ou ailleurs. Mais c'est très beau qu'il y a ce doute qui arrive en plus de tous les doutes que les gens ont. C'était très beau. Donc on va lire un passage entre Lily et Ben, donc lié justement à l'histoire du jardin. Elle mit ses lunettes de soleil, puis les retira. Elle dit: Ma grand-mère me parlait souvent d'un jardin, en Italie. Le jardin en Italie, disait-elle. Je ne sais pas comment je l'ai imaginé. Le mot jardin a pris une connotation un peu magique pour moi. Les mots jardin d'un hôtel, les mots jardin en Italie. Le jardin, disait-elle. Le jardin d'un hôtel. Je ne me souviens plus quand elle m'a raconté pour la première fois ce qui s'était passé dans cet hôtel, dit-elle. Je ne crois pas qu'elle m'en a parlé en le reliant à autre chose. Elle en parlait toujours comme si je connaissais déjà l'histoire. Quand j'ai quitté le jardin, disait-elle, elle disait, nous nous sommes assis dans le jardin. Nous sommes restés assis pendant un long moment, et puis ça a été l'heure qu'il parte, et il est parti. C'était très calme dans le jardin, disait-elle. Personne ne nous dérangeait. Nous parlions de toutes sortes de choses, disait-elle. Nous parlions de tout. Personne ne nous dérangeait. C'est comme si nous étions déconnectés du temps et des autres gens. C'est comme si j'étais là avec lui à discuter, disait-elle. Et en même temps, à une fenêtre à l'étage, en train de nous regarder discuter en dessous. Je n'entendais pas ce dont nous parlions, mais j'entendais nos deux voix comme deux ruisseaux qui se rejoignent et coulent ensemble. Et puis ça a été l'heure qu'il parte, disait-elle. Il est parti. Je suis restée assise dans le jardin pendant un long moment après qu'il est parti, disait-elle. Et c'était comme si les deux ruisseaux coulaient toujours, scintillant dans la lumière tandis qu'ils coulaient sur les pierres, parfois ensemble, parfois séparément. Comme s'ils allaient continuer à couler comme ça pour toujours, comme le font les ruisseaux dans la lumière du soleil ou dans l'ombre. Elle resta silencieuse. Il attendit, regardant au-delà de la vallée les montagnes au loin dans la brume. Je crois que ça s'est passé comme ça, dit-elle. Chaque été, elles allaient en Italie, quand elles étaient jeunes, elle et sa sœur, avec leurs parents. Ils partaient de Constantinople sur l'un de ces cargos qui font régulièrement le tour des ports de la Méditerranée orientale. Alexandrie, Haïfa, Éphèse, Constantinople, Athènes, Venise. Parfois, ils avaient la chance de descendre du bateau pour explorer. C'est comme ça qu'elle a vu l'Acropole pour la première fois. Il n'y avait presque pas de touristes à cette époque, dit-elle. On pouvait monter par soi-même jusqu'à ce temple étincelant. Elle n'y était jamais retournée, mais ne l'avait jamais oublié. Quand ils arrivaient à Venise, dit-elle, son père leur réservait toujours le même hôtel, et ils passaient quelques jours là avant d'aller dans les montagnes. Ils visitaient, s'acclimataient. Ils croyaient beaucoup en l'idée de faire les choses de façon méthodique. Puis ils prenaient un train pour les montagnes. En général, ils ne restaient pas loin d'ici, près du lac de Carezza. Son père était persuadé que tout le monde avait besoin d'un peu d'air de la montagne au moins une fois par an. Il avait sympathisé avec d'autres familles qui venaient régulièrement elles aussi. Les jeunes jouaient au tennis et allaient danser, il y avait des randonnées dans les montagnes. Un jour, dit-elle, il y a une famille qui n'était jamais venue, une femme de Trieste et ses deux fils, et la femme de l'un des fils. L'autre fils attendait que sa fiancée le rejoigne. Ils se sont rencontrés à une soirée dansante et se sont mis à discuter. Quand les jeunes hommes ont découvert que la famille de ma grand-mère venait de Constantinople, ils ont donné un nom de famille et lui ont demandé si elle connaissait des gens de ce nom-là qui vivaient là-bas, des parents éloignés, qu'ils n'avaient jamais rencontrés mais dont ils avaient entendu parler. « Et c'est notre nom, a dit ma grand-mère. Alors nous sommes de la même famille, ils ont dit. Ce n'était pas si surprenant, dit-elle. Les familles juives de cette partie du monde s'étaient déployées sur toute la Méditerranée orientale. Et comme ils ne possédaient pas de terre, ils avaient des souvenirs à la place, et des généalogies, comme les Juifs en ont toujours eu. En tout cas, dit-elle, à cause de cette coïncidence et parce qu'ils s'entendaient si bien, ils ont passé une grande partie de ces vacances ensemble, ma grand-mère, sa sœur, les deux jeunes hommes et la femme d'un côté, les parents et la mère de l'autre. Ma grand-mère m'a dit que quand elle était en Italie dans sa jeunesse, dit-elle, elle était surprise de voir que chaque fois qu'elle s'entendait vraiment bien avec des gens, ils étaient presque tous juifs.
Et c'était d'autant plus surprenant que les juifs italiens ont des noms italiens et sont plus ou moins assimilés. Mais c'était comme ça. Elle pensait que c'était peut-être lié au fait qu'il y avait quelque chose de plus compliqué, de plus mûr d'une certaine manière chez les juifs que chez les italiens, et qu'elle y était sensible. Elle s'arrêta. Il attendit qu'elle continue. Après un moment, comme elle ne semblait pas décidée à continuer, il dit « Et après ?» Le soir, il dansait, dit-elle. Et dans la journée, il partait faire de longues marches dans les montagnes. Mais la fiancée n'arrivait toujours pas. Elle s'arrêta de nouveau. « C'est où exactement ?» dit-il. « Quoi ? » ?»« Le lac. »« Là-bas, dit-elle en montrant du doigt, vers le sud, à environ 50 kilomètres d'ici. Les montagnes sont très belles là-bas aussi, presque aussi belles qu'ici. Il attendit. On l'appelle le massif des Rosengarten en allemand, dit-elle. Pour une fois, bien plus beau que le nom italien, Catenaccio. Qui veut dire quoi? Cadna, dit-elle. Une légende dit que la Belle au bois dormant était maintenue prisonnière dans ces montagnes roses jusqu'à ce que le chevalier vienne la délivrer. Il attendit. On dirait vraiment un jardin de roses, dit-elle, quand le soleil brille sur les rochers. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? J'y suis allée une fois, dit-elle, mais j'ai détesté. Maintenant, c'est envahi de remontées mécaniques et d'hôtels, et pourtant, d'une certaine manière, c'est aussi un endroit isolé. Je n'ai pas du tout aimé, mais à l'époque, ça devait être différent. Il attendit. De toute façon, dit-elle, les jours ont passé et la fiancée n'était toujours pas arrivée. Personne n'y faisait allusion, mais tout le monde y pensait. Cela dit, ça n'avait pas l'air de contrarier le jeune homme. Ma grand-mère et lui passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient meilleurs marcheurs que les autres et meilleurs danseurs. Et le fait qu'ils soient de lointains parents facilitait les choses entre eux. De nouveau, elle resta silencieuse. De toute façon, dit-elle au bout d'un moment, il était temps pour ma grand-mère et sa famille de repartir. Elle s'arrêta de nouveau. Il regarda les grillons sauter dans l'herbe à ses pieds. Plus bas, dans la vallée, dans les prairies, les fermiers et leurs femmes coupaient le foin. Apparemment, dit-elle, ils avaient une réservation pour passer quelques jours à Sienne. Leur père avait décidé de les emmener visiter le centre de l'Italie, et ils se sont arrêtés à Pise, puis sont allés dans un hôtel à Sienne. Après ça, ils devaient aller à Florence, puis retourner à Venise pour prendre le bateau pour Constantinople. Elle s'arrêta. Il essaya de dessiner mentalement les formes amples des pentes conifères de part et d'autre de la vallée, tandis qu'elles se rejoignaient dans la brume bleue. Et donc, dit-elle, ils ont dit au revoir et sont allés à Pise, puis à Sienne, et sont descendus dans cet hôtel. Celui où vous êtes allé? Oui, celui avec le jardin. Il attendit qu'elle continue. Le troisième jour de leur séjour, dit-elle, le jeune homme est arrivé. Il l'attendait? Non, dit-elle, il s'était dit au revoir dans les montagnes, mais voilà qu'il était là à présent. Il attendit. Il avait laissé ses parents, son frère et sa belle-sœur là-haut, dit-elle, et avait suivi ma grand-mère et sa famille à Sienne. Il a dîné avec eux ce soir-là, et le lendemain, elle s'est retrouvée seule avec lui dans le jardin. Il attendit, mais elle resta silencieuse. Oui, dit-il au bout d'un moment. Ils se sont assis là et ont parlé, dit-elle. Ils ont parlé pendant toute la journée, assis dans le jardin de cet hôtel. Personne ne les a dérangés. C'était si calme dans le jardin, m'a-t-elle dit. Personne ne venait vous déranger. Même le soleil, à cause des arbres, vous laissait tranquille. Il attendit. C'est à ce moment-là qu'elle a eu l'impression que leurs deux voix étaient comme deux ruisseaux, dit-elle. L'impression qu'elle était là avec lui, dans le jardin, mais aussi quelque part au-dessus d'eux, en train de les regarder parler. De quoi ont-ils parlé? Lui demanda-t-il. De tout, dit-elle. Il attendit. Finalement, elle dit. Il lui a dit qu'il devait repartir le lendemain, dit-elle. Il retournait à Trieste pour continuer ses études de musique. Il était violoniste au conservatoire là-bas. Il lui a demandé s'il pouvait lui écrire et elle a dit oui. Il lui a demandé de l'informer de la date de son arrivée en Italie l'année suivante et il a dit qu'il viendrait l'accueillir au bateau. Puis il a dîné avec la famille et le lendemain matin, quand ils sont descendus pour le petit déjeuner, il était parti. Personne n'a rien dit sur le fait étrange qu'il débarque dans cet hôtel à Sienne comme ça, dit-elle. C'est comme si c'était trop important pour qu'on en parle de façon désinvolte. Donc ils sont rentrés à Constantinople et elle a commencé à correspondre avec lui. Sa sœur s'était fiancée cette année-là, puis s'était mariée. Le jour du mariage, elle a reçu une lettre de lui disant que lui aussi se mariait avec la fille qui n'était pas venue à la montagne. Elle resta silencieuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lui demanda-t-il. Elle n'a pas répondu, bien entendu, dit-elle. Elle resta silencieuse. Et après, dit-il.
Il a continué à lui écrire, dit-elle, en lui demandant comment elle allait. Il n'a pas répondu. Et puis un jour, il lui a envoyé un jouet en forme de petite âne qui remue la tête de haut en bas quand on lui touche la queue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas, dit-il. Elle resta silencieuse, puis elle dit. Elle était furieuse. Elle a pensé qu'il se moquait d'elle. Et alors, dit-il? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit de nouveau en lui demandant si elle avait reçu l'âne. Elle n'a pas répondu à ça non plus. Il attendit. L'année d'après, dit-elle, elle a rencontré mon grand-père et il l'a demandé en mariage. Elle a accepté. Elle a eu ma mère et puis quelques années plus tard, son mari est mort. Elle resta de nouveau silencieuse. Et après, dit-il? Après, le temps a passé, ma mère a grandi, la guerre a éclaté, ils se sont enfuis en Égypte où ils avaient de la famille. Et ma mère a rencontré cet officier anglais et l'a épousé. Et après la guerre, ils sont tous venus s'installer en Angleterre. Un grillon sauta sur ses genoux, puis repartit immédiatement d'un bond. Au bout d'un moment, il dit « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Je ne sais pas. Il attendit. « Pourquoi avez-vous senti qu'il vous fallait aller là ?» Dans le jardin? Oui. Ça semblait important. Pourquoi? Je ne sais pas. Il attendit. « Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'en parler ?» demanda-t-il. Je ne sais pas. Il déplaça un petit peu sa chaise et la regarda. Elle jouait de nouveau avec ses lunettes sur la table qui les séparait. « Vous avez dit ce matin que quand vous avez vu le jardin par les portes de l'hôtel, c'était comme si vous reveniez à la maison, dit-il. » Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Comme si je l'avais connu toute ma vie, dit-elle. Comme si, enfin, tout allait devenir limpide. Pour vous? Je ne sais pas comment l'expliquer. Essayez, dit-il. Qu'est-ce que j'ai fait, dit-elle. Je ne comprends toujours pas. Comme si c'était d'où je venais, dit-elle. Comme si, après être entrée dans ce jardin, je saurais qui je suis. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, dit-elle. D'où vous venez, dit-il. Pourquoi je suis moi, non quelqu'un d'autre? Ça ne tient pas debout. Je pourrais comprendre si elle l'avait épousé que... Oui, dit-elle. Eh bien. Oui, dit-elle de nouveau. Ça ne tient pas debout. Non. Bien alors. Elle resta silencieuse. Après un moment, elle dit, si vous pensiez qu'il y a la moindre chance que vous... Elle rit. Pourquoi riez-vous? Non, non, dit-elle, les gens ne faisaient pas ça, pas dans ces familles-là. De toute façon, il n'y avait pas. Et ma mère est née 2 ans plus tard. Alors pourquoi vous... Je ne sais pas. Il regarda dans la vallée les fermiers qui travaillaient dans les champs en contrebas. Merci d'avoir écouté, dit-elle. Elle mit ses lunettes de soleil. Je ne comprends rien, dit-il. Je ne comprends pas l'histoire de l'âne, ni ce qu'il... Elle resta silencieuse, il la regarda. Il ne la reconnaissait pas avec les lunettes de soleil. Je dois aller me changer, dit-elle, il commence à faire frais. Elle se leva. Je suis toujours... Merci d'avoir écouté, dit-elle de nouveau. Merci de m'avoir raconté. Elle haussa les épaules, puis fit demi-tour, s'éloigna rapidement en passant au milieu des pommiers, et tourna à l'angle du bâtiment. Merci. J'aimerais bien, Gabriel, que tu nous parles un peu de l'organisation de l'espace dans ce livre. Parce que on est très souvent dans des lieux fermés, des appartements, même si au départ on est dans un parc avec le chien, c'est pour aller dans une maison. Et l'épisode central du livre, c'est une grande marche en montagne où on a le sentiment que en fait toutes les choses respirent, et que la pensée en fait c'est-à-dire que tu décris des choses qui sont que d'ordre quasiment physique et de paysage, et en fait on a le sentiment que la pensée est au travail. Je sais pas, peut-être que je l'exprime mal, mais... Je voulais parler de cette scène, justement. La montagne est aussi extrêmement imposante dans cette scène. Oui, je n'ai pas de... Je ne sais pas exactement quelle est ta question. Il n'y a pas de question, c'est-à-dire que... Je n'ai pas de réponse. En lisant le livre, on est soit dans des espaces clos, très fermés, semi-ouverts lorsque c'est des terrasses, et il y a le seul moment où ça respire totalement, c'est la montagne. C'est vrai, tu as raison. D'habitude, ce qui m'intéresse, ce qui me commence à me faire sentir que je veux écrire quelque chose, c'est des espaces clos. Et les gens, oui. dans ça, c'est assez rare.
Dans tout passe, c'est des espaces clos ou un petit peu semi-ouverts quand il y a des doubles portes qui s'ouvrent sur un jardin. Ici, c'est une terrasse d'hôtel. Ce qui m'avait frappé, il y a des choses qui m'ont frappé quand j'ai lu Infini Histoire d'un roman. J'avais été extrêmement touchée par les scènes où Pavone était promené en voiture dans les campagnes, c'est en Toscane, et où on avait l'impression, dans la Romagna, on avait l'impression de voir le paysage ou la route qui défilait et que ses pensées allaient au rythme de la route qui défilait. Puis dans Mopac aussi, il y avait le paysage et les lieux traversés dans l'ombre qui avait un grand, qui ponctuait le récit et le monologue. Et là, je trouve que tout le passage de la marche sur montagne, la montagne, elle est géante, elle est imposante, et la parole est liée au mouvement de tout ce passage et tout ce qui se passe dans la marche. Et pour moi, ça fait un lien avec d'autres. C'est intéressant, j'avais pensé à ça. C'était le rôle du mouvement et du paysage et la façon dont ils se liaient ensemble. Le pace, le pas qu'on trouve dans Mopac, qu'on trouve de cette manière dans Infini, à travers plein de choses. Là, ici, dans le jardin d'un hôtel. Et en plus, toi, tu es quelqu'un qui marche beaucoup, qui est un marcheur. Oui, mais aussi, je crois que c'est peut-être ça qui nous libère de ces espaces clos, et que l'écriture, elle aussi, et ça a l'air d'être un espace clos, mais peut-être que ça devrait être, si on l'entend, si on l'écoute, si on la sent dans son corps, c'est peut-être du mouvement, quelque chose qui marche. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, les tensions, elles se libèrent dans ce chapitre-là. Libère. En même temps, moi, je voyais la montagne, ils marchent autour de la montagne. Enfin, et ils font le tour. Ils traversent, ils passent par une crête et ils font le tour et reviennent. Donc, ils reviennent au point de départ. Ils partent et ils font le tour. Comme dans tout le livre, on parle autour. Le central, le point central, il n'est pas exprimable, on ne peut pas le dire. Et donc, c'est on vrai tourne autour, on revient au point de départ. Et l'avant-dernier chapitre s'appelle « Comme cette montagne ». Quelqu'un dit, je voudrais que ce soit, n'est-ce pas, comme quelque chose de solide. L'autre chose qui m'a frappé dans cette scène de la montagne, c'est qu'il y a deux chapitres en fait. Il y a le chapitre qui s'appelle Les Hautes Prairies, où on est directement dans la narration de Ben, et ensuite il y a celui qui s'appelle Flotter. Et alors je trouvais que le titre était très signifiant, où c'est la partie de la randonnée qui est la plus difficile, et que Ben raconte à Francesca. Donc c'est à la fois la randonnée elle-même est difficile, la narration est difficile, tout devient dans ce deuxième chapitre plus dur. Mais c'est très précis parce que la deuxième partie de la montagne, ça se passe à l'ombre. C'est boueux. Donc il y a beaucoup de détails qui sont très précis et en fait qui ont tous leur signification. Moi j'étais sidéré par la précision de votre écriture. Il n'y a pas... On sent chaque mot. Enfin, ils sont dans la boue, ils sont à l'ombre. C'est pas pareil comme le soleil, les montées, les descentes. Ils ont soif, ils ont faim. Ils passent par plein d'étapes comme ça. Mais ils ne disent jamais les sons. Enfin, on peut peut-être, comme dans le passage que vous avez lu, mais pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Pour moi, c'était très difficile. C'est-à-dire, on lit beaucoup de livres où il y a de belles descriptions et j'ai toujours trouvé ça difficile à lire. Et pour moi, l'idée de décrire, c'est comme si ça enlevait la solidité de la chose quand on la décrit trop. Et je voulais essayer de trouver une façon dont je pouvais
Et je suis content que je suis arrivé, enfin pour vous au moins. Mais c'était très difficile et pour longtemps je pensais que je ne devais pas le faire, que je ne pouvais pas le faire, que c'était la mauvaise direction. Maintenant je vois que non, peut-être pas. Il n'y a pas un effet de scansion avec les ditels qu'on retrouve dans Mopak aussi, avec le ditil. Oui, on avait parlé de ça, Ouais, n'est-ce on pas? en avait parlé. On me demande pourquoi. Je crois Dans beaucoup de vos livres, vous parlez des affres de la création littéraire, de l'angoisse, éventuellement de la douleur que ça peut engendrer, ce processus de création littéraire. En même temps, les romans comme ça, dialogués, donnent l'impression d'être extrêmement légers, extrêmement fluides. Enfin, en tout cas, comme lecteur, on est vraiment pris par la grâce des dialogues. Et en vous lisant, on a l'impression, c'est sans doute une illusion, que écrire des dialogues est plus facile. Donc j'avais envie que vous nous parliez de cette période où vous avez écrit des romans dialogués et les autres, et en quoi c'était différent pour vous dans le travail d'écriture? Bon, tous mes premiers romans étaient en dialogue, sauf, enfin, certainement les 3 premiers. Le tout premier, je sentais que je voulais écrire quelque chose de plus, qui allait me prendre plus longtemps qu'un conte, mais j'arrivais pas à, dès que je commençais, si je n'avais pas de sujet, ça disparaissait après de 4-5 pages, je devais m'arrêter, mais si j'avais un sujet tout prêt, ça avait l'air mort et j'arrivais pas à avancer. Et puis, ce mot-là est venu, je ne sais pas pourquoi, inventaire, c'était avant d'ailleurs le livre de Butor, et tout d'un coup j'ai senti mon cœur en train de battre un peu plus fort, et je me suis dit oui, et ça m'a donné le sujet, je me suis dit tout de suite, voilà, parce que ce qui m'intéressait dans l'inventaire, c'était que ça allait en deux directions, n'est-ce pas, tout à fait opposé, une liste d'objets et l'invention. C'est vrai que c'est 2 mots différents en latin, mais invenire et inventarium, mais je suis sûr que originalement ça devait être la même racine. Et alors j'ai pensé que j'essaierais d'écrire un roman où quelqu'un est mort et la famille se réunit dans sa maison avec un avocat pour prendre l'inventaire de ses possessions. Et à travers ces inventaires, il commence à se rappeler de la personne ou peut-être inventer la personne, etc. Et je voyais très bien comment ça devait commencer. Ça devait commencer avec une rue dont j'étais familier, dans une partie de Londres que je connaissais bien. Et puis je me suis arrêté, je ne pouvais pas continuer. Si je commençais, je me disais, voilà, est-ce que je décris cette rue, est-ce que je décris la maison? Si je la décris, parce que tous les romans que j'avais lus, s'ils font ça, ils décrivent. Et si je décris la rue, si je décris la maison, est-ce que je le fais en une phrase, en un paragraphe, en une page? Est-ce que je le fais ironiquement? Et chaque fois que je commençais, c'était une autre voix. C'était pas la voix que je cherchais qui sortait, qui était là. Tout d'un coup, c'est venu. Ça, c'était vraiment un grand breakthrough. Je me suis dit, ça ne m'intéresse pas de décrire ça. Je veux que les gens commencent à se parler. Et tout d'un coup, c'est au lieu d'être, ah oui, voilà, il faudra évidemment, parce que c'est un roman,
faire le mieux que je puis pour décrire, ça a commencé à être quelque chose d'assez intéressant pour moi, plus qu'intéressant, vraiment passionnant. Comment je pourrais créer tous ces personnages avec ou le dialogue, ou l'inventaire, juste une liste. Alors c'est devenu un challenge, au lieu d'être, voilà, oui, quelque chose qu'il fallait faire. Et alors j'ai commencé à poursuivre ça, et je me suis rendu compte que si on a des moments de dialogue, on peut vraiment faire plutôt comme un collage, couper ça, arrêter, commencer dans une autre partie. On n'a pas besoin d'avoir de continuité. La continuité se développe par le lecteur. Et vraiment, les 3 premiers romans ont été écrits comme ça. Et puis je sentais que j'avais besoin de trouver quelque chose d'un peu différent, et j'ai écrit un 4e roman très différent. Mais je suis retourné et plutôt jusqu'à Mopac, je crois. Alors c'est juste la chance que, peut-être pas la chance, je ne sais pas, que ces derniers romans, pas tous, parce qu'il y a d'autres en dialogue, que Pascal n'a pas choisi de traduire, de faire traduire. Tu ne peux pas tout faire traduire d'un coup. Exactement, mais tu as fait tes choix. Et, oui, je fais des choix, oui, et j'ai trouvé ça très bien, j'approuvais. Mais ça a été vraiment quelque chose d'un peu différent de ce que était vraiment la façon dont j'écrivais d'habitude. Oui, mais ce livre, il a 25 ans. Oui. Et si on va en arrière, il y a The Echo Chamber. Oui. Et puis si on va en avant, il y a Now. Oui. Donc, voilà, c'est une constante. Oui, oui, oui. C'est une constante, comme le lien entre Mopac, Passe, Infini, Goldberg, Infini et je crois que pour tout ce qui réunit les deux, c'est que je sens que je ne peux pas raconter une histoire, ou à la 3e personne ou à la 1re personne, une histoire qui est déjà finie. L'histoire doit être quelque chose qui est en train de se développer. C'est pour ça que j'ai été tellement pris par les nouveaux romanciers, parce que vraiment là, pour la première fois, j'ai senti que si différent que Bob Grillet, Claude Simon, Marguerite Duras, pour tous les 3, pour Pinget aussi, il y avait aussi ce sens que il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas faire. Alors comment trouver une façon d'écrire où quelque chose commence à arriver dans l'écriture même, pas quelque chose raconté qui avait déjà été fini et bien classé. Alors je crois que... Intéressant, comme vous disiez, par rapport à la description. Vous disiez que vous n'avez pas de description oui, précise, oui. Ça, en fait, ça décrit tellement qu'on ne sait plus de quoi on parle. Bien, mais les descriptions ne sont jamais neutres. Non, bien sûr. C'est pour ça, quand, surtout en Angleterre, on dit voilà, c'est du chosisme, etc. C'est pas vraiment ça, parce que c'est pas qu'ils s'intéressent tellement d'écrire des détails, c'est que c'est des gens, surtout les premiers romans, surtout les romans que j'aime bien, que j'aime beaucoup, oui, c'est des gens qui hallucinent, enfin, qui sont obsédés par certaines choses, et alors tout devient plus réel que la réalité. Alors, c'est évidemment, c'est motivé, n'est-ce pas, la description. Merci beaucoup. Merci Gabriel, merci Pascal. Je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre, et puis je vous engage à acheter Jardin d'Hôtel, l'offrir autour de vous, et aussi tous les précédents livres de Gabriel si vous ne les avez pas encore lus. Merci beaucoup.
Marianne. Vraiment, je suis si content toujours de venir ici chez vous. Moi aussi.